Mireille Best. Camille en octobre. Roman. Gallimard. Du même auteur, aux éditions Gallimard. Les mots de hasard. Nouvelle. Le méchant petit jeune homme. Nouvelle. Une extrême attention. Nouvelle. Hymne aux Murennes. Roman. Camille en octobre. Mireille Best. Camille en octobre. Roman. Gallimard. Édition Gallimard, 1988. Et Yahvé dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Première partie. Où maintenant? Quand maintenant? Qui maintenant? Samuel Beckett. L'innommable. Maintenant, le vent est tombé. La rue est vertigineusement vide. C'est un jour de semaine en octobre. Il est 16 heures. L'heure de rien. L'heure où les mères boivent le café dans le creux des conversations. L'heure où l'on se sent absolument seul dans ses tripes. Sans les hommes. Sans les enfants, sans rien qui vous contraigne à fonctionner. Si les mères pouvaient nommer ce désarroi de tout le corps, cette errance désolée d'un esprit occupé à rien, cette inutilité des membres qui rend inerte et abruti, si les mères se tuaient, ce serait un jour de semaine, en octobre, au milieu de l'après-midi. Mais les mères du quartier se suicident très peu, c'est un fait. Elles écoutent la radio, feuillettent leurs magazines, elles deviennent gentiment gaga entre les chansonnettes et le tricot, la hantise des nourritures et le casse-tête des sous. Elles empilent les nippes des parents de taille, bouchent maladroitement les trous, cuisent des choses, en frottent d'autres, lavent tout ce qui peut supporter l'eau, astiquent le reste et rangent tout ce qui sempiternellement traîne et dépasse et déborde et les menace de submersion. Et lorsque cette angoisse les prend, elles filent vite, se rassembler autour des tasses avec leurs mains inoccupées refermées sur de la chaleur, à écouter les histoires qu'elles savent déjà, qui varient parfois, mais à peine, ignorant que cette chose à laquelle il faut échapper porte un nom. Elle dure. Le monde est morne et flou. L'impérieuse nécessité de vivre, encore, les accule à des animosités dérisoires, à l'éclat de rire, à l'envie de boire quelque chose de chaud. Ariane, Abel et moi, on était là, entre, au milieu, partout, à peu près transparents d'ailleurs, des petits animaux de verre auxquels par hasard on se cognait. Et qu'est-ce que tu fais là, toi?
Brusquement, cette place n'était plus la nôtre. On aurait dû se trouver ailleurs. Mais où ? Les enfants passent leur temps à être découverts en infraction, en stationnement gênant, à être déplacés, poussés, virés, rappelés en cas de disparition. Où étais-tu passé ? Comme si on traversait des murailles, rampait sous terre, remontait des fleuves à la nage. Ça fait des heures que je vous cherche partout, vous le faites exprès ? Dispersés sous les cendres, évaporés entre les mailles des rideaux, évanouis, introuvables. Elles sont folles, me disait Ariane, complètement cinglée. Ariane a toujours été dure, ou plutôt compacte, à la manière d'égaler cette chose lisse au regard, légèrement rugueuse au toucher. Complètement cinglée, disait Ariane, complètement. Moi, j'étais en suspension dans l'atmosphère. Participant de tous les règnes, indéfiniment perméable, je flottais, me déplaçais comme un brouillard. J'étais l'un ou l'autre, ou tout le monde ensemble, incapable de me localiser moi-même avec certitude. Je n'ai jamais très bien su qui j'étais. Je ne sais même pas si c'est une chose qui s'arrange avec le temps, ou si je ne ferai jamais qu'errer entre des solidarités contradictoires, avec juste ces accès de participation, précipitation intense, où je deviens caillou, carapace contre la douleur, instrument de la haine. Abel était non pas d'une matière volatile, mais plutôt poreuse et spongieuse, et en se désagrégeant à l'improviste. Il n'avait jamais aucune opinion, mais lui aussi traversait des zones de pression phénoménale qui le transformaient brièvement en matériau explosif. Tout compte fait, nous étions des enfants, ordinaires, au milieu des fous, ordinaires, qui peuplent ce quartier. On nous caressait au passage. On disait parfois « Oh, tu grandis !» On nous témoignait le plus souvent cette universelle tolérance épandue chez nous pour les chiens, chats, poivreaux et intempéries. Toutes choses dont on ne sait trop si elles sont bonnes ou mauvaises, mais avec lesquelles on a pris l'habitude de vivre. Maintenant, le vent est tombé. Les feuilles mortes ont cessé de crisser dans les caniveaux où elles achèvent de se raidir. Quelque part, dans une autre rue qu'on ne voit pas, un maniaque actionne l'avertisseur d'une voiture, toutes les 25 secondes, presque exactement. Il est 16 heures et quelques minutes. Un jour de semaine, en octobre. J'ai fini par me lever de ma chaise, m'arracher à la contemplation hagarde de la rue. Un projet, appelé Ariane. Ariane, et pas ma mère, que je pourrais joindre en quelques minutes, ni même Clara, qui n'a pas encore quitté la ville. Non, je vais appeler ma petite sœur Ariane, qui a plus de 1000 kilomètres. Et quand bien même elle serait de l'autre côté de la terre, comme ça lui arrivera sûrement, c'est encore elle que j'appellerai là, maintenant, dans une urgence si douloureuse qu'elle me tord le cœur comme une crampe, sans souci des fuseaux horaires qui brouillent le temps, sans souci de la tirer de force hors du sommeil ou de l'amour. Ariane, Ariane, Abel est mort.
J'entends encore Ariane me dire avec ce débit d'avalanche où tous les mots s'entreculbutent et s'entremêlent et s'entrebattent qu'il aurait mieux valu qu'Abel passe, sans faire d'histoire, parce que des fois on se demande si c'était bien la peine. Non mais vraiment. Je ne sais plus quand je l'ai appris, on ne fait pas attention à ces choses-là, mais j'ai su très tôt, et Ariane aussi, qu'on fait passer les gosses à peine en bourgeon en avalant des cochonneries. On sait bien que dans les premières semaines de leur germination, presque tous les mômes de la rue ont été traités comme des digestions difficiles. Nous sommes tous les survivants de la grande descente, si forcément plantés au ventre de nos mères qu'elles ont dû nous finir de gré ou de force pour nous faire enfin lâcher prise. Race de champions ou race de traîtres, à se faufiler dans les coins. Ariane est de la race de champions. Paraît que ma mère a failli crever, mais pas elle. Mais enfin, disait ma mère avec ses copines, entre élever un gosse de plus ou laisser les deux petits orphelins, le choix est vite fait. En soupirant, elle avait donc laissé pousser Ariane, qui était déjà si obstinée. Il était beau, Abel. Trop beau pour être vrai, comme disait ma mère dans ses moments d'adoration. Et nous ne l'aimions pas. Nous ne l'aimions pas, non pas parce qu'il était beau. Le phénomène inverse eût été plus logique à un physique agréable exerçant généralement une sorte de fascination sur l'entourage, ni parce que ma mère l'aimait trop. Elle nous aimait tous trop. Et nous le savions parfaitement, mais Abel était beau d'une manière étrange et suspecte, et qui creusait autour de lui une impalpable zone de vide. Abel était d'une beauté repoussante. Il n'y a pas d'autre mot. Les mères auraient dû se tuer ou se laisser mourir, c'était la seule logique de la situation. Mais non, il en mourait très peu sur le nombre. Elles étaient d'une résistance obstinée, animale, une résistance passive de choses à moitié enterrées. Les hommes leur montaient dessus, cognaient parfois, pesaient sur leur conscience tout autant que sur le rythme de leurs jours. Les gosses hurlaient, vomissaient, grandissaient, tombaient, malades, échappaient, tournaient mal. Les mères enduraient tout. Le nivellement des jours indéfiniment superposables, l'éternel circuit maison, commerçant, copine et retour, la persécution des broutilles, les criailleries, corvées, brimades, la course aux sous chez la voisine qui pourrait en avoir encore en attendant la paye ou les allocations. Quand tout allait trop mal, elles évoquaient ensemble leur faible espérance de miracle. Le grand qui trouverait du travail, le petit qui n'attraperait peut-être pas la varicelle cette semaine, c'était pas le moment en dépit de l'épidémie. Le billet de loterie qui serait bien gagnant, dis donc, pour une fois. Elle prenait de brusques coups de folie, des toquades, de violents accès de rigolade. Clara, aussi, regardait la rue, à travers la vitre de sa fenêtre. C'était ici, ou pas loin, mais déjà tellement ailleurs. Je m'approche comme si une corde me tirait, comme chaque fois que je l'aperçois ou l'entrevois ou m'imagine la reconnaître. Elle me sourit,
esquisse un geste vers l'Espagnolette. Mais je lui fais un signe de la main. Non, non, qu'elle n'ouvre pas la peine. Il fait si froid cet hiver-là de part et d'autre de la vitre. Nous nous regardons en silence dans un temps brusquement décroché, indépendant des montres, sans repère. Puis, je pose la main, les doigts écartés sur le froid du verre. Elle a une sorte de très lente hésitation durant laquelle son regard est dans le mien, le palpant, l'auscultant. Puis, comme invisiblement attirée, sa main vient se superposer très exactement à la mienne, de l'autre côté de la vitre. Je crois en apercevoir la chaleur, l'imperceptible battement du sang. J'appuie un peu plus fort, à peine. Et immédiatement, il n'y a plus sous mes doigts, sous ma paume, que cette surface infiniment lisse et glacée et dure comme du métal. Je prends froid au poignet, comme si on venait de me le couper. Je pars vite, avec dans ma poche cette main disparue, tranchée nette, qui n'a plus ni doigt, ni contour. J'ai vécu mon enfance comme une anesthésie, avec, sur la tête, le gris du ciel et dedans des choses mouvantes comme des fumées. J'en ai gardé longtemps une certaine incapacité à distinguer le réel de l'imaginaire, une manière de vivre, ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans. Et la hantise permanente de me faire culbuter une fois pour toutes du mauvais côté. Je ne savais pas lequel, où l'on reste coincé à perpétuité, indéfiniment, hors de tout, comme seul le son, les emmurés. Reste le réflexe de fuite, et par conséquent de concession, d'accord, j'obéis à mon père, ou au moins j'essaye, ou au moins je fais semblant. Mais c'est lourd, hein. Une boule de pétanque. Celle-là est profondément striée, sans doute pour l'empêcher de glisser. Mais justement, ça ne glisse pas, et ça arrache la peau des doigts. « Lance !» dit mon père, comme ça. Et il me montre pour la 100e fois comment faire. Le bras pendant, la main recourbée sur la boule, souple, le tronc fléchi, jambes jointes et genoux pliés, souple, souple, comme des élastiques. Allez, lance ! Mon père est devant le soleil qui se couche, en plein devant. On dirait que les rayons lui sortent du corps. Souple, souple, jambes jointes et genoux pliés, le bras se balançant, avec au bout la main pendante, à demi fermée sur la boule. Il me montre encore. Allez, lance ! À la fin, il reste accroupi, surveillant le cochonnet qui me désigne du doigt parce que maintenant j'ai le soleil dans l'œil. Ça fait une éternité qu'il m'emmerde parce qu'il n'a rien à faire aujourd'hui, puisqu'il a trop de petits vers dans le corps et parce qu'Ariane est trop petite. C'est à peine que si elle pourrait soulever ces sales boules. Je m'en fous de ces histoires de souple et de plier. J'ai mal aux mains. Je vais jeter ce truc qui m'écorche de plus, le plus loin possible. Et cette fois, ce sera la dernière fois, même s'il me fout une trempe. Mon bras, raidi, se balance en catapulte et la boule file, comme tirée au canon, droit dans le soleil. Pas comme... Il s'est redressé, comme un ressort, et repassé devant le soleil, puis en dessous.
Il devait être allongé de tout son long. Plus rien ne dépassait des herbes. Comme il ne bougeait pas, ni ne gaulait ni rien, j'ai fini par m'approcher. Il avait reçu la boule entre les deux yeux. Il gisait, comme on dit, dans l'herbe, raide mort. Comment ça, raide mort ? Me demandait Ariane, que j'ai fini par retrouver dans un fossé où elle était allée faire pipi depuis que je ne sais combien de temps. Tu l'as vraiment tuée ? Elle tirait sur l'élastique de sa culotte comme si elle voulait la faire monter jusqu'au cou. Tu te fous de moi ? T'as qu'à venir voir. Elle est venue, elle a vu. On ne peut pas dire que c'était beau. On va drôlement se faire engueuler, a dit Ariane. Et en plus, il est tard. Il n'y a plus du tout de soleil. Alors mon père s'est mis à gueuler. Les deux mains d'abord sur le trou, puis aussitôt sur les yeux parce que ça devait faire trop mal. Et qu'avec le sang, il n'y voyait plus. Mais qu'est-ce que vous attendez, bande d'andouilles, pour aller chercher votre mère ou quelqu'un, que je crève ? Et il se tordait par terre avec ses mains qu'il secouait partout, ne sachant plus où les poser. « Camille, Camille, va chercher ta mère tout de suite, tu m'entends ?» Comme il tentait de se lever, on a filé droit à la maison. Si tu veux mon avis, disait Ariane, il n'était pas assez mort. On aurait dû rester encore un peu dans le fossé. Maintenant, disait Ariane, tout en me suivant au pas de gymnastique, on est bien forcé d'y aller. C'est malin. Ariane a mal aux dents, ou plutôt elle a une dent qui branle, et ça l'horripile. Elle ne cesse de la tripoter. Ma mère dit qu'elle tombera toute seule en mangeant, comme la dernière fois. Ariane n'a pas à s'en faire, et si je l'avale, se rebiffe Ariane. Ma mère dit en haussant une épaule que ça ne lui bouchera pas le trou du chose. Et elle emporte le plateau pour Abel qui est malade. Ariane évite soigneusement à sa dent tout contact avec la nourriture, mangeant d'un seul côté, gémissant toutes les 5 minutes. Ça branle, ça fait mal. Écoute, dit à la fin ma mère, je vais t'emmener chez le dentiste. Non, hurle Ariane, cramponnée à sa dent. Elle me fait moins mal que tout à l'heure. Va donc te la faire arracher par Margot, elle sait. Elle sait bien. Ah non, supplie encore Ariane, pas Margot, je l'aurai toute seule. Alors fiche-nous la peine, dit ma mère, attache-la avec un fil et tire dessus soi-même. Soi-même, on se fait moins mal. Ariane a ligoté sa dent avec du fil à boyaux dont la réputation de solidité n'est plus à faire. 50 fois dans la matinée, elle prend son élan, puis le geste aussitôt molli et les doigts lâches. Le fil, à la plus infime secousse, la dent agacée répond à des élancements, la joue enfle. Ce fil qu'elle traîne depuis la fin de la matinée la fait bavoter, devient tout gluant de salive, lui colle au menton d'une manière répugnante. Si bien que les copains et copines s'en détournent à qui mieux mieux avec des airs écœurés. Ariane devient furieuse. D'autant plus que pas une minute elle ne l'oublie, ne se déplaçant plus qu'à pas compter, voire en crabe, afin de ne pas s'y prendre les pieds. Baveux à une extrémité, tout poussiéreux à l'autre, le fil devient l'obsession générale. Mylène remonte le panier au bout du lasso et demande « Qu'est-ce qu'elle mange, Ariane, du fil ?»
Le nez en l'air, on regarde monter le panier. Quelqu'un dit que les filles qui sont comme ça à leur fenêtre, c'est des filles de rois. Mylène dit que c'est bien possible, mais qu'elle ne connaît pas le roi son père. Les garçons disent que la fille du roi choisit donc toujours un type, que Mylène choisisse donc. Ils sont tous là, le nez en l'air, chacun plus sûr que le voisin d'être l'heureux élu. Je dis que pour être choisi, il faut avoir une fleur à la main, et qu'ils n'ont rien du tout dans leur sale pogne crasseuse. En tout cas, rien qui ressemble à une fleur. Mylène dit que c'est d'accord, elle choisira celui qui rapportera la plus belle fleur. Vous avez 3 quarts d'heure. Après, le Jules de ma mère applique. Les garçons font le geste de lancer un bonnet en l'air et s'éparpillent comme des bolides pour ratisser les terrains vagues. Après que Mylène a précisé « Mais une vraie belle fleur, hein ? Pas un coquelicot ou un bouton d'or ou du giroflée de merde de Gascon. J'en veux pas. » Moi, me dit Ariane, dont la langue s'embrouille dans le fil, je sais où il y en a de vraies belles fleurs. Des comme j'en ai jamais vu de ma vie. Tu veux que je te dise où ? Allez, dis-le. Dans la salle d'attente du dentiste, dit Ariane, qui tient désormais son fil pour parler correctement. Si j'y vais demain, si ma dent n'est pas tombée, je t'en piquerai une, sûre que ce sera la plus belle. Demain, ce sera un peu tard, ma petite vieille. C'est tout de suite qu'il me la faut. Alors tire sur mon fil. Et comme ça, on n'aura jamais la fleur, ni aujourd'hui ni demain, andouille. Ariane réfléchit. Le fil tendu. Après quoi, elle roule soigneusement son lasso. Bon, viens avec moi chez la dentiste. C'est fermé. Il n'est pas là. Mais sa femme y est sûrement, dit Ariane. Les femmes, c'est tout le temps, là. On peut essayer. La femme du dentiste n'a ouvert qu'au 4e coup de sonnette. Juste comme on allait se décourager tout à fait. Elle dit que son mari est absent, que « Je sais, dit Ariane, en attendant de nouveau son fil pour parler correctement. Mais c'est aujourd'hui que j'ai mal. Elle a une dent qui remue, madame, elle voudrait que... J'ai très mal, insiste Ariane. Regardez, ça enfle. Vous pourriez pas tirer là-dessus ?» La femme du dentiste a de profonds yeux noirs, doux et immobiles. Et quand elle rit, 2 fossettes bien élevées de chaque côté de la bouche. Ça donne le courage d'insister. « S'il vous plaît, madame. » Elle a vraiment très mal. Ariane s'avance avec décision et la femme du dentiste se pousse machinalement pour la laisser en passer. Je les suis dans la salle d'attente, tandis que la dentiste essaye toujours de discuter. Mais avec tant de douceur et d'embarras et de souriante indécision qu'Ariane enregistre ses protestations comme autant d'amabilité et s'épanouit. « Ah, je savais bien, c'est rien du tout de tirer là-dessus. Et moi, je manque de cran. Ma mère a la frousse, tout le monde a la frousse. Mais quand même, pas vous. Non, avec le métier de votre mari. » Sur le guéridon de la salle d'attente, il y a effectivement des fleurs magnifiques dans un vase. Il faudra que je pense à demander à Ariane comment elle le savait. Ses sources sont toujours ténébreuses, mais sûres. Du sac de billes d'Ariane, j'extrais prestement le canif qui y reste à demeure en compagnie d'objets hétéroclites censés pouvoir servir. Minuscules écheveaux de ficelle, rondelles de caoutchouc, allumettes et j'en passe. Et je coupe une fleur, la plus belle, à toute vitesse et à ras du vase pour que ça ne se remarque moins. Mais les fleurs sont fausses. Trahison. Toutefois, je planque vite la fleur coupée dans le sac de billes avec le canif et tout le Bataclan, car je n'ai pas le temps de tenter de la replanter entre les autres. « Je n'ai pas du tout eu mal, » dit Ariane à voix claire et forte tandis que la porte se rouvre. «
Merci beaucoup, madame. Je dirai à ma mère qu'elle passe vous payer demain. Bien sûr que non, a dit la femme du dentiste avec son sourire, comme irrépressible, qui nous ferait croire qu'on est sujet perpétuel de satisfaction. Puisque je n'ai rien fait. Et puis, je ne suis pas dentiste. Ça va ? Au poil, dit Ariane, qui fait tourniquer sa dent au bout de son fil comme une petite perle. Tu me montres tes billes ? Ah non, dit Ariane en me confisquant le sac illico. Ah non, 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 non. Celles-là, elles sont moches. Je vous apporterai mes plus belles un autre jour. Et si vous les aimez, vous pourrez les garder. Mais celles-là, elles sont minables, je vous jure. Mais je ne veux pas te prendre tes billes, proteste la dentiste, avec ce sourire un peu égaré que provoquent invariablement les discours d'Ariane chez l'interlocuteur non averti. C'était seulement... Au revoir, madame, coupe Ariane avec autant de brutalité que de cérémonie. Je vous remercie infiniment. Maintenant, faut qu'on rentre, ma mère va nous chercher. Et les garçons sont tous revenus avec des fleurs éthiques ou fanées ou qui puaient. C'est Camille qui a gagné, beuglait Ariane. C'est la fleur de Camille, la plus belle du monde. C'est Camille qui est choisie, voilà. Minute, a dit Maurice, le garçon dont la fleur aurait pu être considérée comme la moins moche. Là, Camille ne peut pas être choisie pour la simple raison que c'est une fille. Et alors, dit Ariane, en faisant tourniquer sa dent sous le nez du garçon comme si c'était une chaîne à vélo. Et alors rien, c'est une fille. Et d'abord, Ariane, est-ce que Mylène choisit entre les garçons et les filles ou les fleurs ? Quelle fleur tu préfères, Mylène ? Celle de Camille, dit Mylène avec une certaine hésitation, mais c'est celle de Camille qui est la plus belle, oui ou non ? Oui, bien sûr, mais là-dessus, ayant attaché la fleur à un caillou avec le fil de sa dent, Ariane expédie le tout, dent comprise, juste entre les deux mains de Mylène qui les tendait machinalement. « C'est pas du jeu !» gueulaient les garçons. Pendant ce temps, Mylène contemplait la fleur d'un air totalement abruti. Et tandis que ma petite sœur, Ariane, se retournait vers moi comme une furie en faisant tourner son lasso comme une fronde, je me suis sentie soudain mollir et me liquéfier mentalement et couler à l'état de flaque aux pieds d'une femme belle et douce et rieuse comme on n'en voit jamais ici et qui ne méritait sûrement pas qu'on lui fauche une fleur, même fausse, pour en faire l'objet d'une querelle d'abrutis. Depuis quelque temps, Ariane s'est mise carrément à mépriser mon incompétence dans l'assassinat. Mes tentatives, d'abord fabuleuses, se sont ratatinées dans son esprit aux dimensions d'une manie à peine encombrante, à coup sûr monotone et fastidieuse, qui pourrait encore aboutir à un résultat, mais par le plus grand des hasards. Je dis à Ariane que je laisse tomber, que notre père est trop dur à tuer, que j'en ai marre. Ariane dit seulement « Tu fais bien, t'es tellement maladroite ». Et elle dégringole l'escalier en sifflant. Abel ne dit rien. Il ne dit jamais rien. On ne sait pas ce qu'il pense, avec son air d'être perdu entre des murs sans fin. Quand nous nous tenons, Ariane et moi, dans des endroits différents, il hésite à n'en plus finir, ne sachant laquelle suivre. On le dirait
perpétuellement égaré dans un labyrinthe de vitres, voyant tout le monde et ne pouvant rejoindre personne, comme dans les sorcelleries des contes. Alors, il se dandine, tout le corps comme écartelé par des torsions contraires, et ma mère ordonne à celle qui n'a pas encore disparu: emmène ton frère. Oui, mais cette fois, Ariane n'est pas là, et moi, je vais chez le dentiste. Pas question d'y faire escorter par le petit frère. De quoi j'aurais l'air? Tiens, a dit la dentiste, pendant que je refermais la porte. Il me semble qu'on se connaît, non? Elle était derrière le mini-comptoir, entre les plantes à la place de la secrétaire. J'avais bien un peu chaud aux joues à cause de la fleur, mais c'était une si vieille histoire. 4, 5 ans déjà. Et puis de toute façon, il n'y avait pas d'autres dentistes dans le quartier. Annick est malade? Oui, elle a dit la dentiste, sans me quitter du regard. C'est grave? Oh non, je ne pense pas, une grippe. C'est elle que tu voulais voir? J'ai dit que non, pas du tout, au contraire, enfin, pas spécialement, enfin, je veux dire, elle riait. C'était plus un rire qu'un sourire, bien que parfaitement silencieux avec ses jolies petites fossettes de chaque côté, pas revues depuis des lustres, et pourtant jamais oubliées. Comment va Ariane? Oh, vous vous souvenez de nous? Elle a ri encore, en silence, la lumière des ampoules électriques dansant dans ses larges yeux noirs. Oh, tu penses, ma première extraction, et mon mari qui était absolument furieux, dents de lait ou pas, qui me disait: est-ce que tu te rends compte? Comme si je venais de lui révéler qu'il y avait un cadavre sous le tapis. Ou quelque chose, comme ça. Tu parles d'une épopée, la dent de ta petite sœur Ariane. Quel âge a-t-elle maintenant, Ariane? Elle a 12 ans. Pouh! Et toi? Bientôt 16. Tu as bien grandi, bien changé, mais tu as toujours le même air de ne pas savoir où te mettre. Je t'ai reconnu, mais ton prénom, je l'ai oublié. Elle se mord la lèvre. C'est grave? Je dis que non, que je m'appelle Camille. Elle dit: j'aime bien, Camille. C'est très sagement androgyne. Très brusquement, je suis allée m'asseoir le long du mur sur la banquette. La dentiste fait le tour du petit comptoir et je vois la robe tout entière, la fragilité de la taille, le petit renflement du ventre, les jambes lisses, sans le moindre poil et bronzée. Je ne me sens pas bien du tout. Comme si l'un des microbes d'Annick traînant sur le comptoir m'avait sauté dessus. Pendant ce temps, elle me dit avec cette douceur bouleversante qui semble lui être naturelle qu'il y en a encore au moins pour une demi-heure. Que je suis la dernière, qu'il n'y a plus de rendez-vous pour ce soir et est-ce que j'aime le thé? Ce sourire, grand rire silencieux qui vous arrive dessus comme projeté, comme on enverrait un baiser. C'est fini. Je ne pourrai plus jamais m'en débarrasser. Il m'est entré dans le corps et je sais que pour jour et nuit, je le porterai comme un tout petit couteau, une minuscule brûlure. Je ne sais pas, madame, je n'en ai jamais bu. Je m'appelle Clara. Viens, nous allons bien voir si tu n'aimes pas mon thé. C'est du thé russe, il est très bon.
Nous quittons la salle d'attente, moi raclant la moquette au maximum pour astiquer mes semelles au cas où elles ne seraient pas trop propres. Il y a un tel branle-bas sous mon crâne que ça me rend sourde et idiote. Je me cogne l'épaule au chambranle et c'est encore Clara qui la frotte, comme prise en faute, comme si elle était responsable de l'étroitesse de la porte, pendant que je ne trouve strictement rien à dire, mais alors rien de rien, qui puisse faire soupçonner un peu d'intelligence sous l'abrutissement qui m'englue, que je me souhaite de tout mon cœur avoir au moins la force de me débiner en courant. Enfin, je ne sais comment je suis assise à une jolie table avec une nappe et un bouquet d'anémones dessus. Je pense à m'assurer que je ne puis rien jeter par terre d'un mouvement de coude. Tu veux de la musique ? Tu aimes la musique ? Dieu du ciel, qu'est-ce qu'il faut répondre ? C'est sûrement de la musique classique qu'on me propose. À l'école, on nous fait écouter un ou deux morceaux qui n'étaient pas mal, mais j'ai oublié. Si je dis non, ça fait barbare. Si je dis oui, elle va me demander quoi. Et si je la boucle, ça fait mal poli. Ah, tu regardes mes livres ? Tu peux aller voir du plus près, tu sais, tu lis un peu ? Ça, c'est une femme supérieurement intelligente. Je dis que je lis, oui, pas mal. Hein. Elle peut même me demander quoi, j'ai infiniment moins la pétoche sur ce terrain-là. Mais une question me torture. Quelle odeur est-ce que je peux bien trimballer sur moi ? Le café bouilli ? La savonnette, la sueur ? Pendant que Clara repart chercher la théière, je me flaire insidieusement le dessous des bras. Rien. Seulement la laine du tricot. Mais soi-même, on ne se sent pas, c'est bien connu. Penser à se tenir à distance, à tout hasard. Viens, dit Clara, c'est servi. Je peux t'en prêter si tu veux, tu n'auras qu'à choisir tout à l'heure. Sourire, reçu, en plein visage, fossette, bouillie sous mon crâne. Et devant moi, le bras de Clara, gainé de bleu jusqu'au-dessus du coude, qui me sert le thé. Citron ? Je dis oui avec la tête. Elle se sert aussi. Citron pour nous deux. Je déteste le citron. Mais c'est sûrement comme ça que ça doit se faire. Si tu n'aimes pas, dit Clara, ne le bois pas, je te ferai un cacao. Alors, tu lis beaucoup ? Je bois. Je me brûle avec stoïcisme. À part que c'est bouillant, le goût est supportable, légèrement vomitif, enfin j'aime l'odeur. C'est déjà ça. Ça va Camille, tu aimes finalement ? Oui madame. Elle dit encore, avec la même patience, souriante, comme si c'était la première fois. Je m'appelle Clara. Et soudain, il entre en coup de vent. Ah, tu es là, je viens d'appeler une ambulance, le gars ne se réveille pas normalement, je l'accompagne, je serai plus tranquille, tu décommandes les rendez-vous. Elle se lève, vite, demande si c'est grave. Non, enfin, je ne crois pas, mais je préfère, alors il n'y a plus de rendez-vous, dit Clara. Juste Camille, que je faisais patienter, tu vois, elle peut aller... Mais elle peut sans doute revenir, tu peux revenir ? Je dis que oui, bien sûr. Le dentiste disparaît dans un grand claquement de porte, après m'avoir jeté un regard au passage et présenté ses paumes ouvertes en signe d'excuse. Le thé est fini. Clara est préoccupée. Je me carapate vite sans avoir choisi les livres puisque je reviens demain. Je te prends en dernier rendez-vous, dit Clara, de manière à ce qu'on ait du temps pour les livres, d'accord ? Je suis un peu nerveuse maintenant, tu ne m'en veux pas ? En sortant, je fais attention au chambranle, mais je me fais piéger au paillasson de la salle d'attente. Clara me rattrape vigoureusement par le col, elle rit.
et je voudrais mourir, là, tout de suite, tandis qu'elle me caresse la joue du dos de la main en riant encore. Je crois bien n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi distrait. Au revoir, Camille, à demain. Elle a pris ma main dans les deux siennes avec un élan un peu imprécis de tout le corps. Elle m'a jeté son sourire au visage et son regard a imperceptiblement tressailli dans le mien qui ne se détournait encore pas assez vite. Quand elle a eu refermé la porte, je me suis un peu tenue au mur tout en marchant parce que j'étais franchement malade. Le thé, le citron, ou ce sourire, pourtant presque tendre, qui se retournait dans ma chair comme un tout petit couteau. « Oh, mon Dieu !» dit ma mère, « quelle tête tu as ! Il t'a fait mal ?» Non, il n'a même pas... il n'a pas pu s'occuper de moi. Il avait un client malade, il l'a emmené à l'hôpital, j'y retourne demain. Et qu'est-ce qu'il avait, l'autre client? Je ne sais pas. On l'a emmené en ambulance, le dentiste avec. Oh, on n'a pas idée, dit ma mère, d'être aussi impressionnable. Tu veux de l'eau de mélisse sur un sucre? J'ai dit que je ne voulais rien, que j'avais mal à ma dent, un mal de chien, que je ne voulais pas manger non plus, que je me couchais tout de suite. Ma mère m'a un peu tâté le front, a décidé qu'en effet, ce serait plus sage et qu'elle me ferait un bouillon. Je me suis couchée, je me suis relevée comme une flèche pour aller vomir le thé au citron. Puis je me suis endormie si fort que ma mère, après plusieurs essais, a renoncé à me réveiller. Cette nuit-là, et aussi le lendemain, ma mère s'est fait un souci patient et minutieux comme si j'avais disparu, en terre lointaine. Les mères détectent les choses, même si elles les comprennent de travers. Et la mienne, qui ne sait rien, a toujours très bien su à quel moment exact ses enfants l'avaient, l'un après l'autre, abandonnée. Deuxième partie. Je confonds avec l'autre folie, celle de vouloir connaître, de vouloir se rappeler son méfait. Samuel Beckett, l'innommable. Maintenant, on est en octobre. Les feuilles dans les caniveaux font peut-être un minuscule bruit d'écrasement très lent, très patient, ou alors c'est moi qui l'invente. Mais ce jour-là, c'était l'été. Y a pas, hein? T'es amoureuse, hein? Avait constaté ma petite sœur Ariane. Oh là là, ça va être encore simple, hein, cette histoire, je sens. Tu le fais exprès ou quoi? Mais pourquoi elle? Et pas un garçon comme tout le monde, ou alors merde, d'une fille qui serait pas mariée au moins. Et elle, a fini par demander ma petite sœur, Ariane, après s'être longuement gratté la tête. J'ai haussé les épaules. Faudrait savoir ce que tu veux, a dit Ariane avec ce débit implacable et précipité qui finit par vous coller la migraine. Parce que t'es amoureuse ou t'es pas amoureuse? Et si t'es amoureuse, il n'y a pas de découragement possible. Ou alors, à quoi ça sert l'amour, hein? Et qu'est-ce que c'est, hein? Si ça flanche à la moindre paille dans la roue. D'ailleurs, disait Ariane, c'était un peu à prévoir, hein.
C'était à elle que tu as piqué la fleur, tu te rappelles ? C'est jamais innocent ces trucs-là, et tout ça pour une conne qui n'en a même pas voulu. Il aurait fallu la lui rendre, c'était un signe. Maintenant, c'est complètement fichu. Mais redresse-toi, bon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu es sûre au moins ? Insistait Ariane avec un regard soupçonné. Quand même ! Elle est vieille. Cette bonne femme, elle a au moins 25, 26 ans. Peut-être même 30, depuis le temps, tu te rends compte ? Je n'avais pas la moindre envie de discuter avec Ariane. J'ai encore haussé les épaules, mais dans un arrière-plan, très net. J'étais tout de même contente que quelqu'un sache, constate mon mal, et éventuellement le combatte. Je rapporte ces livres à Clara, je lui en emprunte d'autres sans trop tenir compte de ses conseils au reste timide. Lorsque l'un d'eux lui paraît particulièrement ardu ou peut-être scabreux, elle hésite, son regard noir et profond, descendant en moi, en une sorte d'auscultation ou d'écoute si intime que je me sens absolument nue, livrée, dissoute. Parfois elle cède, comme s'en remettant à la robustasse de mes structures. Parfois elle tente de me l'expliquer d'abord. S'il vous plaît, j'aime pas qu'on m'explique. Elle n'insiste pas. Ses larges yeux sombres agrandis encore par une sorte de considération trébuchante. Parfois, elle revient à la charge, quand je lui rapporte les livres proposant d'en discuter. Mais nous n'avons pas encore su comment nous parler. On dirait que nous n'avons pas lu le même livre. Et la lumière qu'elle y projette, quand par hasard je la laisse faire, décape les choses jusqu'à leur abolition totale, jusqu'à l'insupportable transparence du verre contre le verre, contre une multitude d'autres verres derrière lesquels il n'y aura rien. Clara lit comme Ariane plissait les paupières pour faire disparaître le monde. Clara lit comme Ariane plissait les paupières pour vaincre l'obsédante présence des choses, en nier l'absurde consistance, au besoin de la dissoudre par accès de clarté. Elle lit, armée d'explications qui viennent à bout de la lecture. Elle a raison du livre, en le balayant au projecteur, comme on a raison d'une poussière tenace en l'attaquant avec les instruments appropriés. Bien vite, je retourne à cette meurtrière à travers laquelle, d'un livre à l'autre, l'œil unique et comme sans paupières regarde en moi. Se soulever, bouger, retomber ou flotter des formes aussi imprécises que chargées d'un sens mystérieux. Illisible, mais encore, jamais, je le sens, sans arrêt sur le point d'être non pas révélé, mais très lentement approché. Les gens de bien auraient contemplé avec horreur ces mains réunies par les menottes en première page du journal, des mains énormes, dures comme des pinces, incrustées d'une crasse qui résiste même à l'eau de Javel, pure. Tous les hommes comme mon père ont des mains d'assassins. C'est pourquoi ils les cachent dans leurs poches tous les jours de repos, ne sachant par ailleurs qu'en faire, comment en protéger un décor trop faible ou trop propre dans lequel elles n'ont pas de vraie place. Abel avait pris les mêmes mains, exactement les mêmes. Sur ces chantiers, il pleurait à 14 ans parce qu'il y faisait tellement froid. Les autres se sont moqués de lui, lui ont offert du vin à boire. Abel n'aimait pas le vin, ni ces hommes brutaux qui lui frappaient les côtes en signe de bonne camaraderie, ni la pierre, ni le ciment qui lui faisait saigner les doigts, ni rien. Et maintenant, Abel est mort.
Si l'amour est bien ce rapt, cette soustraction instantanée à ce qui était jusqu'alors le milieu naturel, cette projection cul par-dessus tête d'un univers latéral pas forcément habitable, mais d'une somptueuse harmonie, alors oui, j'étais amoureuse de Clara. Mais qui, je, puisque j'avais été pulvérisée au passage de la ligne, puisque mes débris en suspension se réorganisaient selon d'autres lois ou hasards, puisque j'étais devenue quelqu'un d'autre, avant d'avoir eu le temps de déterminer qui j'avais été d'abord. En attendant que tout cela se ressoude et puisse fonctionner d'une manière ou d'une autre, je dors. Je dors énormément. Le jeudi, je vais voir Clara, elle vient d'acheter un scooter. Une jolie petite machine gris-perle avec des chromes flamboyants sur lequel elle fonce. Tous ses cheveux flottant sur le vent en drapeau, d'une sacoche dépassant le manche d'une raquette de tennis. « Ça t'amuserait d'apprendre à jouer ?» demande Clara. Mais au dernier moment, je cale devant la ridicule petite jupette qu'il est nécessaire d'enfiler. Je me contente de regarder Clara courir, rater les balles avec élégance et finalement abandonner avec une grande noblesse dans la suffocation. Oh, battue à plat de couture, constate Clara. Il y a trop longtemps que je ne joue plus. Tu aurais dû jouer avec nous, avec moi. J'avais peut-être une chance. Bouh, je suis crevée. Les gouttes de sueur qui dégoulinent de partout, même des cheveux. Je l'entoure d'une serviette, je la lisse, je la sèche, je la lècherais si je pouvais. À quoi tu penses, Camille ? À rien. Tu es particulièrement reposante, dit Clara en me souriant, en me reprenant la serviette pour s'éponger plus énergiquement. À moins que tu ne sois particulièrement prudente. On rentre ? J'ai une maison sur la falaise, m'avait dit Clara. Elle est à moi, la maison, bien sûr, pas la falaise. Jean-Jacques n'aime pas la campagne. On n'y met presque jamais les pieds. Ça te plairait que je t'y amène ? J'explique à Ariane que c'est une maison intégrée au décor comme on n'en voit qu'en Amérique ou alors dans les films. Ma parole, je te dis que la falaise entre dans un des petits salons, un gros morceau comme décapé, tout propre, dans un coin, ça fait comme un rocher à marée basse. Et quand il pleut, l'eau, il ruisselle en petites cascades et évacuée sous le plancher par un drainage spécial. Et si tu ne me crois pas, tant pis. Clara avait refermé sa veste, fourrageant dans la cuisine à la recherche de quelque chose à me faire boire. Elle avait fini par retrouver un peu de poussière de thé dans une boîte de fer. Pas de citron, évidemment, et les petites cuillères demeureraient introuvables. Nous allons nous organiser, c'est infect, non ? Mais enfin, bon, c'est chaud. Bois, Camille, tu as l'air complètement transie. Clara, debout dans le vent de la falaise, en glissant insensiblement sur son sillon d'herbe creusée qui s'en va, parallèle au mien. Clara, enveloppée dans sa veste pour avoir moins froid et son regard autour de moi comme une protection ou d'un doute, on ne sait pas, et qui dit « tout de même, si tu me tutoyais enfin depuis le temps, c'est fichu, c'est trop tard. Je demanderai à Ariane d'aller lui restituer ses livres ou bien je les laisserai à la secrétaire, que la fin du monde nous ensevelisse tous, Abel, Ariane et moi, et cette ruelle puante, et la turne de Margot et tous les chantiers de la terre et les maisons pour sous-humains, où il n'y a même pas de cabinet, et tous les bouquins fauteurs de vertige, et tout ce qui n'a même pas eu le temps d'être reconnu et classé dans cet intérieur de ma tête entrouvert par hasard, et qui n'est plus que chaos, ferraille,
ferraille et sang mêlé et tripes à l'air, car j'ai glissé, j'ai giclé de partout, et je suis morte, écrabouillée. En attendant, je n'ai pas osé lui demander d'aller restituer à ma place les livres de Clara. Dieu sait quels commentaires elle aurait été capable d'ajouter, comme les envoyer par la poste ou les rapporter à la secrétaire étaient encore plus bêtes. J'y suis allée moi-même, au bout de quelques semaines. Voilà, j'aurais dû vous les apporter tout de suite. De toute façon, je ne les ai pas lus. Pourquoi ? A dit Clara, comme si elle n'était amnésique. Parce que j'ai des révisions pour le bac. C'est vrai, a dit Clara, dont le sourire revenait, insubmersible et presque joyeux. Mais pourquoi est-ce que vous me les rapportez alors, imbécile ? Elle m'a empoigné le col. Entre, nous avons à discuter. Je suppose que tu peux cesser de réviser pendant une demi-heure. Clara, je vous aime. Clara, je suis à tes pieds, tu peux me marcher dessus, me découper la peau du ventre et des poignets, tu peux me noyer, me brûler, me transpercer, me tordre, me râper la peau et les nerfs, me fracasser au mur et me disperser en fine poudre, mais pas m'embrasser léger, comme si je t'avais quitté hier, avec le même sourire que d'habitude. Pas me proposer un thé au citron en me bousculant affectueusement comme une qui a été vilaine, ou à qui on pardonne pas ça. Pas cette comédie de grande personne, pas cette odieuse contrefaçon d'une affection qui n'aurait pas trouvé sa place, qu'on aurait à recaser d'un côté ou de l'autre. Et attends, on va bien trouver. Non, je ne veux pas de thé, je t'aime, c'est à prendre ou à laisser. Je sais, a dit Clara, sans sourire cette fois. Je ne suis pas absolument idiote. Ce n'est pas la peine de tout défoncer. Mais moi, Enfin, tu comprends, je suis mariée. Je t'aime beaucoup, a dit Clara avec sérieux, et tout cela me laisse bien embarrassée. Crois-tu vraiment que ce soit si grave ? Puis elle a relevé les yeux, son large regard sombre me recouvrant enfin d'une sorte de paix hésitante et comme aux aguets, son irrépressible sourire lui remontant aux lèvres et impalpablement frémissement. Je ne sais vraiment que faire, Camille. Je n'ai pas voulu ce qui arrive. Je voudrais que ce ne soit pas un drame. Je suis ton amie, seulement ton amie, tu comprends ? Non ? Tu ne veux vraiment pas de thé ? La nuit, je me réveille. La nuit, je veille sur le sommeil des lycéennes qui ont l'âge de ma petite sœur Ariane, mais se sont attardées en enfance. Elles peuvent encore pleurer pour quelques heures de colle. Le jour, je vais à la SPAC, ou bien je travaille dans ma chambre où je dispute inlassablement l'espace aux fioles et aux peaux d'Ariane, à ces romans-films qui commencent à s'empoussiérer sur place, mais qu'elle conserve comme des vestiges, ne souffrant pas dans ces accès de brusque vindique, qu'on les déplace au moindre millimètre. Je m'enfonce dans des livres de plus en plus épais,
de plus en plus sinistre, j'en avale même plus que le programme ne l'exige, histoire d'une humanité qui passe son temps à s'entrahir, s'entre-triper, s'entre-dévorer, déroulant ses entrailles dans les labours, découpant ses frères de la veille en lamelles sanglantes brûlant, ses vieillards, ses enfants, donnant l'assaut, dans le sang et la mer, à des villes déjà en flammes ou en cendres, savoir, tout savoir, surtout ne plus rien ignorer. Ils m'amèneront bien un jour à la surface, ce qui mettra tout le monde d'accord sur ceci, que ce n'était pas la peine de s'en donner tant pour une si piètre victime, pour de si piètres assassins. Samuel Beckett. L'innommable. Je raconte toujours des histoires. Ma mère avait bien raison de se méfier. La preuve, c'est qu'on n'est même pas en octobre. On est en mars. Et il ne peut pas y avoir la moindre feuille morte dans les caniveaux. C'est le bruit des roseaux que j'ai dans les oreilles. Des roseaux et pas des feuilles, que d'ailleurs je ne pourrais même pas entendre à travers la vitre. Ces feuilles qui ont appelé le mot octobre, dont j'ai toujours aimé la sonorité de couperet. Un mois à la con, disait Ariane. Vraiment, un mois où il n'y a plus rien de possible. Dans quelques jours, ma petite sœur, Ariane, aurait eu 17 ans. On lui aurait fait un cadeau. Et ça me rappelle ce rêve qui m'avait tellement troublée dans les premiers jours qui ont suivi le départ d'Ariane. Un drôle de rêve. Le premier de tous ceux que je n'aurais plus jamais à lui raconter. Maintenant, il y a 2 ans qu'Ariane s'est tirée en claquant la porte. Et environ 1 an et demi que Clara, à son tour, est partie. Je me souviens, c'était en octobre. Depuis toujours, le dentiste avait un agaçant petit rhume chronique et de vagues intentions de déracinement que Clara combattait par la passivité et le silence. Il a pris le prétexte du premier éternuement du bébé pour ramener sur le tapis ce fameux sud, si lumineux, si bénéfique pour les enfants, si... Clara, en me disant cela, ne me regardait pas. Regardait par la fenêtre ou bien vers le berceau. Et tu comprends au fond. Ils ont vendu la maison de la falaise. Je ne sais ce qu'ils avaient contre cette maison-là, sauf que peut-être elle était plus facile à vendre que l'autre. Tant mieux. Je ne pourrais plus aller y taquiner le moindre souvenir. Ils ont quitté la ville, chargeant une agence de vendre la maison du cabinet qui depuis est fermée, aveugle et sourde comme une tombe. Parfois, je passe devant avec mon scooter, emballant le moteur comme si c'était un cri de mon ventre. Si je n'avais pas de mère, je me jetterais à toute vitesse contre le crépi de la façade qui est devenu tout pisseux à force de pluie et d'abandon. Ça me ferait une grande traînée sanglante qui lui tiendrait de soleil. Mais j'ai une mère. Ou tout simplement une bonne excuse à cette lâcheté qui est en moi comme une flaque lourde, alors je continue de potasser pour avoir un joyau au front dont elle pourra innocemment s'enorgueillir durant sa chienne de vie entière. Clara m'écrit ponctuellement que Camille va bien. Bave, sourit, gazouille, marche à 4 pattes, se tient debout, cavale, parle. Que la maison du cabinet est vendue, qu'elle reviendra pour terminer le déménagement, qu'à cette occasion nous pourrions nous revoir si je suis libre.
qu'elle me présentera Camille. Tu verras comme elle est mignonne. Et toi, Camille, tes études, ta vie, je t'embrasse fort. Je réponds tout aussi ponctuellement que mes études suivent leur cours plutôt bien, ma vie aussi, quoi. Que ma petite sœur ne revient pas, que mon frère est toujours pareil, le quartier aussi, que je lui souhaite, que j'espère que je serai sûrement libre, suffit qu'elle me prévienne dès qu'elle connaîtra les dates, que je l'embrasse. Bien entendu, ce n'est même plus la peine d'attendre. Ma petite sœur Ariane n'appellera plus. Je me raccroche toujours à des détails sans importance, comme ce prénom sur lequel a dû poser son enfant parce que ça lui voyageait sous le crâne, par habitude, pour l'attacher à quelqu'un d'autre, histoire de le faire tenir en place, de lui attribuer une destinataire qui ne serait pas moi, ou alors comme on plante une fleur sur une tombe, in memoriam. Où sont donc les gens de chez moi? Qu'ai-je fait de ma petite sœur Ariane? Et qu'ai-je fait d'Abel, mon frère? Qu'est-ce que j'aurais pu en faire? Je me le demande, si toutefois c'était bien à moi d'en faire quelque chose. Et quoi? Les compter, les garder? Vérifier qu'ils sont toujours là, les emmener? Peut-être. Mais comment? Mais où? Et si ce n'est pas à moi de répondre, alors c'est à qui? À qui, je me demande? Puisqu'il n'y a que moi ici, et qu'ici c'est depuis longtemps de l'autre côté. Roquebrune, avril 87.